Avant de commencer l'étude de la vitesse de réaction, il est très important de comprendre la théorie des collisions. Ici, nous observons les collisions entre une molécule rouge et une autre molécule mauve. Dans ce cas, nous pouvons clairement voir que, puisque les molécules ne se sont pas frappées, il ne peut pas y avoir de réaction, puisqu'il n'y a pas de collision. Les molécules continuent donc sur leur chemin et ne sont pas transformées en une nouvelle molécule. Dans ce second exemple, les molécules sont bel et bien sur une trajectoire de collision. Par contre, bien qu'il y aura collision, il n'y aura pas séparation des atomes. En effet, dans cet exemple, les deux molécules n'avaient pas assez d'énergie cinétique pour atteindre l'énergie d'activation qui permettrait aux molécules de se séparer. Elles sont donc rebondies les unes sur les autres et sont continuées en sens inverse. Dans ce troisième exemple, bien que les molécules soient sur une trajectoire de collision et qu'ils aient assez d'énergie cinétique pour atteindre l'énergie d'activation, ils ne formeront pas une nouvelle molécule. Effectivement, l'angle entre les deux molécules ne permet pas une collision efficace et les molécules ne font que rebondir les unes sur les autres sans se séparer et former de nouvelles molécules. Pour conclure, nous pouvons affirmer que, pour qu'il y ait réaction, il faut qu'il y ait possibilité de collision efficace. Pour ce faire, il faut que les atomes puissent entrer en contact, il faut que ceux-ci aient assez de vitesse et de masse pour que leur collision ait assez d'énergie pour atteindre l'énergie d'activation, et il faut que ceux-ci aient un angle adéquat pour qu'ils puissent avoir séparation des atomes afin de former de nouvelles molécules. Maintenant que nous comprenons la théorie des collisions, nous pouvons passer aux choses sérieuses. En effet, dans le prochain laboratoire, nous tenterons d'évaluer les effets de la concentration sur la vitesse de réaction, qui est la vitesse à laquelle un réactif se transforme en produit, et donc à la vitesse aussi à laquelle un produit est créé. Aujourd'hui, pour le laboratoire, nous allons faire une réaction entre l'acide chlorhydrique, ou HCl, et le magnésium solide, en ruban. Nous allons vérifier quel est l'impact de la concentration sur la vitesse de réaction en faisant 3 expériences. Personnellement, nous croyons que plus la concentration augmentera, donc entre 1 et 3 mol par litre, plus la réaction se fera vite, car les collisions efficaces entre les particules de magnésium et celles de l'acide chlorhydrique seront plus faciles, et il y aura donc plus de réactions. La réaction totale se passera donc plus rapidement. Pour débuter l'expérience, nous allons mettre 10 ml de HCl à 1 molaire dans un système gradué. Avant de le mettre dans une éprouvette. Nous allons ensuite rajouter le morceau de magnésium et chronométrer la réaction du moment où elle commence jusqu'à sa fin. Ici, nous voyons que le HCl réagit avec le magnésium et le magnésium disparaît progressivement. Il y a aussi production de gaz, comme nous pouvons voir avec les bulles. Nous voyons aussi que la réaction semble ralentir tranquillement plus elle s'approche de sa fin. Bon, ici, nous voyons que le temps de réaction est assez long, avec un temps total de 1 minute 14 secondes et 84 centièmes. Nous allons maintenant refaire l'expérience avec l'acide à 2 molaires, mais en conservant la même quantité de magnésium, soit une languette de 3 cm d'une masse de 0,041 g. Pour la deuxième expérience, nous rajoutons de l'acide à 2 molaires plutôt que 1, mais le volume d'acide demeure identique. C'est donc seulement la concentration qui change, et comme c'est la valeur que nous observons, nous pourrons voir l'ensemble des résultats que ça aura sur la vitesse de réaction. Nous pouvons rapidement observer que la réaction semble se passer plus rapidement, mais la conclusion ne pourra qu'être déterminée qu'à la fin totale de la réaction.
Bon, nous voyons qu'effectivement, la seconde réaction se fait beaucoup plus rapidement, avec un total de 50,9 secondes, soit à peu près 23 secondes de moins. Pour la troisième expérience, nous prenons de l'acide chlorhydrique à une concentration de 3 molaires. Encore une fois, le volume sera identique. Pour cette expérience, nous prévoyons que la vitesse sera encore plus rapide que la deuxième. Et si la tendance se maintient, le temps total devrait être autour de trentaine de secondes. Ici, nous pouvons clairement voir que la réaction occure plus rapidement que dans les deux premiers cas, tandis que le magnésium semble se transformer très rapidement en chlorure de magnésium et en dihydrogène. Effectivement, la réaction a une durée totale de 29,85 secondes et, comme nous l'avons prédit, elle orbite autour de 30 secondes. Maintenant que l'expérience est terminée, nous pouvons comparer les résultats entre eux et en tirer une conclusion. Comme nous le voyons ici, il semble y avoir une corrélation directe entre la concentration et le temps de réaction. Effectivement, plus la concentration est élevée, plus la réaction se fait rapidement. Une corrélation similaire semble s'appliquer aux vitesses de réaction, qui seront de plus en plus rapides plus la concentration augmente. Nous pouvons donc conclure qu'augmenter la concentration des réactifs aura pour effet l'augmentation de la vitesse de réaction. Passons maintenant à une application pratique des effets de la concentration sur la vitesse de réaction. En effet, dans un moteur à combustion interne, les concentrations d'oxygène et de carburant ont un effet non seulement sur la vitesse de réaction, mais aussi sur l'efficacité du moteur. Pour qu'un moteur consomme le moins de carburant possible et qu'il soit le moins polluant, il faut s'assurer que la concentration entre l'oxygène et le carburant soit la meilleure possible. Pour ce faire, il faut optimiser les quantités d'oxygène et de carburant afin que la totalité du carburant soit brûlée durant un seul cycle du moteur. Par contre, il faut aussi s'assurer de brûler la plus grande quantité de carburant possible par cycle afin d'augmenter la puissance du moteur. Finalement, plus la réaction du carburant est complète, moins les gaz émis par la réaction seront polluants pour l'environnement. On peut donc conclure que de bonnes concentrations de réactifs sont primordiales au bon fonctionnement d'un moteur à combustion interne, car c'est ceci qui permet de donner sa force et qui réduit la pollution de celui-ci.